Moi, un des plus grands films de l'histoire, on pourrait dire ça, là, mais en fait, c'est qu'il est très, très particulier. C'est Le Silence des agneaux, The Silence of the Lambs, film de 1991. Un très beau programme. Un film qu'on a beaucoup vu aussi. Toi, tu l'avais pas tant... Tu l'as vu plus que moi. Je l'ai vu 2 fois, en fait, ce qui est très peu. Mais j'avais hâte. Mais t'as lu le livre aussi. J'ai lu le livre il y a pas longtemps aussi, donc... moi, c'est un grand classique, moi aussi, que je connais bien. Toutes les suites aussi, moins bonnes, mais quand même assez intéressantes, surtout quand on aime le personnage d'Hannibal Lecter. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça, on parle d'un film, d'un thriller, d'un film d'horreur, d'un film... c'est dur à... Tu sais, il est pas totalement dans l'horreur, il est quand même plus dans le thriller psychologique, disons. Ouais. Mais ce qui est très rare... Il fait quand même partie de certains tops de films d'horreur. Donc, c'est ça. Mais c'est comme un mix de plein de choses. C'est ça, c'est très rare aussi que ces films-là soient reconnus pour au niveau critique, disons. Le succès commercial, ça se fait quand même bien, mais à la fois critique et commercial, c'est très très rare. C'est aussi le premier film de la collection jusqu'à présent qu'on possède de l'édition Criterion. Donc on en a profité pour écouter tous les bonus features que l'édition propose. 4h30 de bonus features. Ouais, à peu près. On peut parler de la pochette vite. Très très belle. C'est vraiment un beau concept. En fait, c'est le papillon là, qu'on connaît là, avec le crâne sur son dos, mais c'est aussi un rorschach. Donc, c'est ça, c'est une tâche comme dans le test là, en psychologie. Puis, les ailes sont rouge sang. Donc, puis c'est vraiment, c'est pas juste rouge. Là, c'est vraiment c'est un sang assez détaillé. Là, on voit quasiment des caillots là-dedans. Puis tout ça, c'est super beau. C'est pas quelque chose qui fait l'unanimité sur le groupe Criterion. Non, mais ça m'étonne parce que c'est ça, elle est très très belle, moi je trouve. C'est beau au bout, c'est parce que ça... C'est très simple, c'est sûr. Mais c'est parce que je trouve ça vient rejoindre tellement plein de thématiques du film en même temps, puis moi ça me fait capoter, là. Dans n'importe quoi dans la vie, là, quand il y a comme plusieurs sens dans quelque chose, je capote. Pour vrai, je suis flabbergastée à chaque fois, puis la pochette, c'est un peu ça, je la trouve super belle, honnêtement. Vous la voyez si vous nous écoutez sur YouTube. Oui, exactement. Puis on l'a acheté pas longtemps avant de commencer à faire ces podcasts-là, puis on l'a reçu, donc c'est fortuit, parce qu'on on en a quand même plusieurs, le film de la collection Criterion, de l'édition Criterion, on en a une vingtaine peut-être là. À peu près. Mais tu sais, dans le top 100 on en a 3 là, fait que c'est puis le prochain dans ça. Quelques films. Il y en a un dans le numéro 17 aussi, on vous brûlera pas les punchs, mais donc c'est ça, c'est le fun de pouvoir justement observer l'édition. Peut-être parler un peu de la fiche. On l'a aussi en DVD parce que ils font évidemment des Blu-ray et des DVD, mais il n'y a pas de différence entre les deux éditions, ne serait-ce qu'un booklet, en fait, un livre qui est plus... parce qu'il y a un feuillet à l'intérieur qui parle, c'est un critique qui parle, qui écrit, en fait. Mais dans l'édition Blu-ray, en fait, c'est que le livre est un peu plus épais parce qu'il y a d'autres trucs. Mais bon, je reviendrai quand je parlerai de l'édition Criterion. On peut faire un peu vite la fiche du film. Donc c'est un film de 1991 réalisé par Jonathan Demme. C'est le scénario est évidemment tiré du livre de Thomas Harris qui est du même nom, mais ça a été réadapté par Ted Talley. Le directeur photo est Tak Fujimoto aussi, qui est quand même assez réputé dans le milieu. La musique est de Howard Shore, compositeur que j'apprécie particulièrement. Donc c'est un film américain, c'est notre deuxième film américain seulement depuis le début. Il dure un peu moins de 2 heures, il est en couleur en format widescreen traditionnel 1.85. Il a aussi remporté 5 Oscars, donc meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur, meilleure actrice et meilleur scénario. On reviendra un peu plus tard. Puis il y a aussi eu 2 nominations supplémentaires au son et au montage. Il y a aussi eu un Golden Globes pour meilleure actrice et 4 autres nominations qui sont les mêmes que celles qui ont gagné aux Oscars. Ils ont gagné 2 BAFTA également, plus 7 autres nominations. Et le réalisateur a également gagné l'Ours d'argent à la Berlinale comme meilleur réalisateur. Donc, vraiment un film qui est salué par les festivals, les prix, les galas, mais qui est un succès critique également. On peut parler un peu de Jonathan Demme, qui est un très grand réalisateur. Bon, il s'est surtout fait connaître avec ce film-là, en fait, mais c'est un producteur, un scénariste aussi.
Il est connu pour ses films humanistes comme Melvin and Howard, Swing Shift, Something Wild, Married to the Mob, Philadelphia et Rachel Getting Married. Il est aussi connu pour la réalisation de concerts de groupes comme Talking Heads, Neil Young et Justin Timberlake en 2016 aussi. Il a commencé sa carrière en travaillant sur des films d'exploitation, donc ça c'est des pour ceux qui ne sauraient pas là, c'est des films qui se veulent grand budget, gros budget, mais que c'est des films en fait de série B, mais qui espèrent faire beaucoup d'argent. Donc c'est des films faits très rapidement, très cheesy, du moins regardé aujourd'hui, des espèces de comédies de genre. Donc voilà, il a commencé sur ça, ces films-là qui étaient produits par Roger Corman. On pourrait dire que Rodriguez, c'est un peu ça, dans le fond, pour situer... disons, le projet qu'ils ont fait ensemble, lui et Tarantino, là, ça, oui, c'est effectivement des films d'exploitation. Mettons, Kill Bill aussi, ça fait hommage à ça. Même chose pour Jackie Brown, du côté de Tarantino. Mais, tu sais, Pulp Fiction d'une certaine façon, là, mais tu sais, je pense que c'est dans une autre catégorie. Rodriguez... Mais comme Machete. Machete, effectivement, Machete, qui était une fausse bande-annonce, en fait, de Grindhouse, là, le programme double offert par Rodriguez et Tarantino. Donc, Machete puis Hobo with a Shotgun aussi, qui sont deux films qui ont été faits par la suite. Mais oui, ça fait partie des films d'exploitation. Il y a même quelques références dans Black Klansman de Spike Lee. Évidemment, exploitation, il y en a de deux types. Bon, excusez, je pensais pas parler de ça, mais il y en a de deux types. Mais il y a Blaxploitation, c'est ça, donc des films surtout d'Afro-Américains, des films criminels, des trucs comme ça. Des fois des comédies aussi, par exemple Dolomite is My Name avec Eddie Murphy. Ça parle un peu de ce personnage plus grand que nature qui est Dolomite. Puis en tout cas, ça fait un film. Puis il y a la partie aussi arts martiaux, donc arts martiaux japonais, c'est pour ça que Kill Bill en fait partie. Mais tu sais, Bruce Lee, Bruce Lee n'a pas fait de films d'exploitation nécessairement, mais beaucoup de films d'exploitation américains se sont basés sur des films comme Bruce Lee avait fait à Hong Kong. Donc voilà. Excusez. C'est ça, Jonathan Demme, c'est ça, il a commencé dans les années 70 avec ce type de film-là, avec Roger Corman, qui joue dans le film d'ailleurs, qui est un producteur qui est encore vivant aujourd'hui, je crois, là, il a 95 ans, quelque chose comme ça. Mais voilà. Notamment dans les films Angels Hard Day As They Come, qui est un film basé sur Rashomon, le film de Akira Kurosawa, et le film The Hot Box. Il est connu aussi pour ses close-up dramatiques, comme on peut... Silence des agneaux, c'est un très bel exemple, où les personnages regardent même directement dans la caméra. Puis après Rachel Getting Married, toi, je pense que tu l'as vu. Hein? Je l'ai pas vu, mais on l'a en fait. On l'a deux fois. Anne Hathaway, je crois. Oui, exactement, avec Anne Hathaway. C'est le dernier grand film, disons, gros film, on va dire, grand ou gros, je sais pas quel adjectif l'employer, mais c'est le dernier grand film que Demme a fait. En 2008, je crois, il s'est tourné après ça vers le style documentaire. Il faisait pas nécessairement des documentaires, mais sa réalisation était plus documentaire, donc pas beaucoup de prises, puis voilà. Il a été une grande influence pour les réalisateurs Paul Thomas Anderson, que j'apprécie particulièrement, toi aussi, je pense, Alexander Payne et Wes Anderson. Il était aussi un artiste engagé dans des luttes politiques, notamment la cause du sida. C'est lui qui a fait le film Philadelphia, donc avec Tom Hanks, pardon. Il a aussi milité contre l'apartheid en Afrique du Sud, contre le régime de Duvalier, je crois, là, à Haïti, et pour le free speech. Il a notamment fait des films quand même assez engagés. C'est lui qui a fait le remake du Candidat Manchou avec Denzel Washington en 2004. Il est décédé malheureusement en 2017, d'un cancer de l'œsophage, je crois, malheureusement. Il est parti trop tôt. Et il y a 3 films dans la collection Criterion, donc celui-là, évidemment, Silence des agneaux, mais aussi Something Wild. Et là, j'ai pas le titre, là, mais c'est un film avec Wallace Shawn 2010, un film que j'ai jamais entendu parler, en fait, mais il viendra dans 900 films, je crois. Donc, on aura le temps d'en apprendre un peu plus sur lui. La distribution est très, très bonne aussi. Évidemment, les deux qui sont mis à l'avant, c'est évidemment Jodie Foster et Anthony Hopkins. Jodie Foster, j'ai lu un peu, on la connaît tous un peu, là, mais c'est une actrice américaine qui a gagné 2 Oscars, donc un pour Silence des agneaux et l'autre pour The Accused. Puis elle a eu 2 autres nominations également.
C'est une child actor. En fait, elle a commencé, son premier film, c'était Napoleon and Samantha, produit par Disney. Puis elle va jouer dans 2 films de Scorsese au début des années 70, Alice Doesn't Live Here Anymore et Taxi Driver, qui va vraiment la faire connaître en dehors là, de cette child acting là. Elle va jouer d'ailleurs dans celui-là là, une prostituée à l'âge de 14 ans quand même, c'est très très jeune. Ça va être sa première nomination aux Oscars. Aussi, elle va pas gagner malheureusement. La même année, elle joue aussi dans Freaky Friday. Fait que beau contraste, la première version. Je sais pas c'est qui jouait la mère. En fait, c'est pas la première version parce qu'il y en a d'autres. Là. Non, je pense, à moins que je confonde, c'est possible que je confonde aussi avec... le concept a sûrement été utilisé. Peut-être que ça s'appelait pas Freaky Friday. Là, je sais pas. Non, mais en fait, c'est probablement ça. Puis j'ai peut-être confondu avec... l'autre film avec Lindsay Lohan, The Parent Trap, qui existait comme dans les années 50, je pense. Peut-être. Je sais pas. J'ai pas fait une recherche exhaustive sur... il y a aussi un Freaky Friday en 95, genre avec Gaby Hoffmann, je crois. OK. Enfin. Bon, ben voilà. Hein? La transition vers l'âge adulte a été un petit peu plus difficile pour elle alors qu'elle a poursuivi ses études à Yale. Dans cet interlude-là aussi, également, il y avait un espèce de stalker. J'ai pas noté son nom, là, mais il y a un stalker qui la suivait puis qui avait été impressionné par son rôle dans Taxi Driver puis qui voulait la séduire à tout prix. Fait qu'elle se faisait stalker. Puis finalement, on a appris que cette même personne-là, en fait, c'est lui qui a fait la tentative d'assassinat sur Ronald Reagan pour tenter d'impressionner Jodie Foster, justement, en 81. On était allé à Washington devant l'hôtel où la tentative d'assassinat a été faite. Donc voilà, elle a eu de la misère à vivre avec ça, évidemment. Je pense que ça se comprend. Oui, exactement. Mais c'est ça, elle va retrouver du succès vers la fin des années 80, donc notamment dans The Accused, comme j'ai dit, où là, elle a gagné son premier Oscar, jouait une victime de viol, je crois, qui fait, je sais pas, là, qui fait le procès, là, et voilà. Puis sinon, son deuxième Oscar, 3 ans après, pour Silence of the Lambs. Puis là, ça va propulser un peu sa carrière parce qu'elle va connaître quelques succès dans les années 90, notamment Nell, avec Liam Neeson, Summersby, Maverick, Contact de Robert Zemeckis, et Anna and the King. Depuis les années 2000, elle joue un peu moins devant la caméra, mais elle réalise quelques films comme The Beaver avec Mel Gibson, puis Money Monster avec Julia Roberts et Clooney, je pense, George Clooney. Je l'ai pas vu le film. En plus de faire réaliser quelques séries télé, notamment Orange is the New Black, puis une nouvelle série sur Amazon aussi qu'elle a fait, je me souviens plus du nom, mais bon. Voilà. Tu voulais rajouter quelque chose sur Freaky Friday ou non? Non, mais c'est parce que c'est ça que quand j'ai des flashs de même, je vais les chercher pendant que tu parles, puis là, j'étais juste contente de me rendre compte que c'était bel et bien 95 de Gaby Hoffmann. Ben voilà. C'est tout. Donc c'est ça, elle joue Clarice Starling dans le film. Anthony Hopkins, lui, il joue sa contrepartie, disons, le docteur Hannibal Lecter. Et depuis le temps, il est devenu assez iconique du cinéma, de la culture populaire. Donc Hopkins, lui, c'est son premier Oscar et sa première nomination aussi. Par la suite, par exemple, il va avoir 4 nominations, dont 3 dans les années 90 quand même. Donc au total 4 avec celui qui a gagné. Puis sa plus récente nomination pour The Two Popes, de Netflix. Il a été fait chevalier en milieu des années 2000, je crois. Il a été découvert en fait par Laurence Olivier, qui est un grand acteur britannique, là, probablement le plus grand acteur britannique de son temps, qui l'a invité à joindre le Royal National Theatre en 1965. Sa carrière tarde, par exemple, à prendre son envol à l'extérieur du Royaume-Uni. Il va jouer dans des films comme The Lion in Winter avec Katharine Hepburn, une âgée Katharine Hepburn, mais avec Laurence Olivier, il me semble aussi. Puis il va jouer dans 5 films de Richard Attenborough. Donc Attenborough, lui, c'est lui qui a fait Gandhi notamment. Puis enfin, il a fait beaucoup de films, mais c'est des films moins importants. Puis déjà, lui, Attenborough, il l'appelait le plus grand acteur de sa génération. Attenborough, c'est aussi le frère de David Attenborough, je crois, qui est... Les voix dans... c'est ça, Planet Earth, puis tous ces trucs-là. Là. Les voix, pardon, la narration. Richard est malheureusement décédé il y a quelques années, mais David est toujours vivant, à 95 ans lui aussi. Voilà. Et voilà. Puis il va jouer aussi dans... Anthony Hopkins, il va jouer aussi dans Elephant Man de David Lynch. Très bon rôle, d'ailleurs. C'est évidemment The Silence of the Lambs qui va le faire découvrir aux États-Unis. Il est connu pour beaucoup préparer ses rôles aussi et lire autant de fois ses répliques
que possible pour qu'elle lui vienne en tête naturellement. Ce qui, évidemment, cause beaucoup de friction avec plusieurs réalisateurs qui aiment ça, faire de l'improvisation puis changer de scénario à la dernière minute. Lui, il déteste ça, mais bon, il apprécie beaucoup le théâtre. Il y a notamment une scène dans le film Amistad de Steven Spielberg où il apprend un monologue de 7 pages et puis qu'il fait le premier coup il le fait parfaitement, puis on l'a vu aussi dans quelques bonus deleted scenes du truc c'est ça, qui réussit à faire un monologue sans cligner des yeux pendant 3 minutes. C'est un moment quand même clé du roman dans le fond qui ont enlevé, où il parle de la psychologie de James Gumb. Ils l'ont pas enlevé, mais ils l'ont comme... C'est parce qu'on parle pas vraiment de pourquoi, on comprend pas trop. Dans le roman, il y a beaucoup plus de détails là, sur la psychologie justement de Gumb. Puis là, dans le fond, cette scène-là, c'est le lecteur qui dit que si on regarde dans les cliniques à proximité pour des opérations de changement de sexe, on devrait voir peut-être des patterns récurrents, puis le trouver comme ça, avoir sa vraie identité, puis tout. Puis de voir aussi s'il avait été suivi par un psy quand il était plus jeune, ses dessins devrait ressembler à ça, son soleil va être là, tu sais, puis c'est des symboles de psycho qui sont le fun aussi. Mais c'est une longue scène, en fait, qui est tournée sur lui, mais c'est que dans le film, en fait, elle est là en grande partie. C'est juste qu'il y a comme un enchaînement d'images où il y a d'autres scènes par-dessus. On le voit pas en même temps, puis dans le deleted, ce qu'on voyait, c'est qu'il cligne pas des yeux. Puis même, on l'essayait, nous autres, on se mettait à pleurer instantanément, là. C'est pas facile à faire, fait que... Ouais. Sinon, le film met en vedette aussi Scott Glenn, qui est Jack Crawford dans le film. Donc, ses rôles les plus connus incluent Apocalypse Now, Urban Cowboy, The Right Stuff, Silverado, The Hunt for Red October, Training Day et The Bourne Ultimatum. Sinon, il y a Ted Levine qui joue justement James Gunn, qui est le Buffalo Bill dans le film. Là, c'est qui on est. C'est la personne, le tueur en série qu'on essaie d'arrêter. Il est surtout connu pour Monk, pour Wild Wild West. C'était le boss de Monk dans Monk. Voilà, c'est le boss de Paul Walker dans Fast and Furious aussi. Donc voilà, mais sinon il joue dans American Gangster. Mais après ce rôle-là, évidemment, où il joue un transsexuel, on peut l'appeler un peu comme ça, là, mais en fait, où il joue ce tueur en série-là, il va beaucoup se faire caster dans des rôles similaires, ce qui aimera pas nécessairement, là, mais bon, voilà, il y a la face de l'emploi, comme on dit. Puis sinon, il y a Brooke Smith qui joue Catherine Martin, qui est pas très connue. Elle joue dans Grey's Anatomy, mais à part ça, pas grand-chose. Donc voilà, on pourrait parler un peu de l'édition Criterion. On pourra donner nos impressions aussi sur chacun des bonus features. Donc, il y a une restauration en 4K du film. Nous, on a la version DVD, donc pas la version Blu-ray, mais c'était très beau quand même. Là, il y a pas, faudrait comparer avec l'édition Blu-ray, mais j'ai pas vu du premier abord une grosse différence entre des DVD Blu-ray et Criterion de ça. Il y a le commentaire audio de Jonathan Demme, Jodie Foster, Anthony Hopkins, Ted Talley et de l'agent retraité du FBI, John Douglas. En fait, cet agent-là les a beaucoup aidés dans le processus d'adaptation, mais c'est également quand même un enquêteur assez reconnu du FBI qui a justement fait du profiling sur beaucoup de serial killers, puis qui aurait inspiré en fait le rôle de, je me souviens plus exactement c'est quoi là, Will quelque chose, en tout cas dans l'univers de Hannibal et tout ça, il y a un personnage qui dans la série est joué par le gars là, tu sais, l'anglais, là, qui sont tous pareils. Eh, boy. Will, je vais avoir besoin de plus d'informations. Ben oui, tu sais de qui je parle. C'est qui donc? En tout cas, peu importe, là, mais dans la version Red Dragon, c'est Edward Norton qui le joue. Hugh Dancy. Voilà. Ouais. Donc, il joue, en tout cas, ce gars-là, Will, je sais pas trop quoi, donc qui est un personnage dans cet univers-là de Thomas Harris. Puis, qui est un enquêteur aussi. Un peu la même chose que Clarice Starling dans le film. Mais donc, c'est ça, c'est des commentaires audio avec ces 5 personnes-là. On les a écoutés. Donc, on a écouté 2 fois le film en très peu de temps. Évidemment, on l'avait déjà vu avant, puis
Mais c'était des commentaires assez intéressants, mais on l'a écouté à la fin, on a écouté tous les autres bonus avant ça, puis ça se répétait quand même assez... on n'a pas appris grand-chose. Il y avait des fragments de certains bonus qui se répétaient dans les autres, puis à un moment donné, c'était les mêmes intonations, puis ça, donc on se doute que c'est une entrevue, puis qu'ils l'ont juste copié-collé partout, dans le fond. Il y a beaucoup de choses qu'on a entendues plusieurs fois. Ben, je pense pas que c'était copié-collé, parce que en fait, les bonus, les commentaires audio, ils datent de 1994. Puis la plupart des trucs qu'on regardait, c'était comme début 2000. Fait que. Ben, ça se peut, mais je me rappelle c'était les mêmes commentaires. Où Jonathan Demme, c'était pareil. Tout ce qu'il disait, c'était la même chose, puis les mêmes mots, puis les mêmes respires, puis tout ça. Donc, en tout cas. Voilà. Ben oui. Sinon, il y a une interview aussi avec la critique Maitland McDonough qui parle surtout de l'appeal qu'on a en tant qu'auditoire envers les serial killers, puis toutes ces histoires-là. Donc, elle parle un petit peu du film, évidemment, mais elle parle surtout des serial killers. Il y a aussi 38 minutes de scènes rajoutées. Bon, on les a écoutées. J'étais très surpris de voir ça. 38 minutes, c'est quand même du gros stock, surtout pour un film qui est pas si long que ça. C'est surtout, il y a une grosse scène, peut-être 10-15 minutes, que c'est en fait un télévangéliste qui... il y a un rôle dans le film, mais c'est ça, c'est un poste de télé qui est sur mute, puis voilà, donc la scène en intégralité se retrouve sur... Dans ces scènes coupées-là. Bon, c'est pas très intéressant non plus vu que ça sert absolument pas le propos. Donc, il y a à peu près la moitié des scènes rajoutées qui sont pas hyper pertinentes. Mais sinon, il y avait d'autres scènes rallongées, disons, là, qui sont dans le film, mais qui sont un peu plus longues, notamment celle où elle rentre dans l'entrepôt, puis elle va fouiller dans l'entrepôt, puis dans le char. Ben, en fait, c'est le seul passage qu'ils ont rajouté, c'est que le gars propriétaire de l'entrepôt, dans le fond, de l'endroit où il y a les lockers, lui dit vous devriez rentrer vos pantalons dans vos souliers juste pour éviter que les rats montent sur vos jambes. Puis elle dit merci, bonne idée. Puis c'est non. Mais il y avait ça. Ouais, il y avait ça, mais elle prend un support aussi pour ouvrir la porte. Elle prend un support pour ouvrir la porte. On était bien contents. Et oui, donc il s'est rajouté à la liste des films Criterion avec mais c'est pas pour supports. Ça, par exemple, c'est pour un autre moment. Ouais, il y a un autre moment, mais bon, c'est pas plus grave que ça. Il fait partie de la liste. Sinon, il y a cette fameuse scène avec Anthony Hopkins aussi, puis il y a beaucoup de... Il y avait quelques outtakes, là, des pas vraiment des bloopers, là, mais c'est ça, des scènes ratées un petit peu. Puis sinon, quoi d'autre? Des storyboards? Non, mais je parle des scènes coupées. Il y avait... je pense qu'il y avait comme... Parce qu'à un certain moment du film, il y a comme une espèce de... je sais pas comment dire. On tente de tasser Jack Crawford et Clarice Starling du cas. Fait qu'il y a comme un peu de storyline par rapport à ça, mais finalement, ça alourdissait un peu le film. Fait qu'on a tout coupé ça. Donc voilà. Il y a aussi 4 documentaires sur le film avec l'équipe du film. Donc, je les ai notés, en fait. C'est Page to Screen qui raconte comment est-ce qu'ils ont adapté le roman. Il y a Inside the Movie qui est une espèce de behind the scene, mais pas tout à fait. Là, c'est comme juste le making of, disons. Il y en a un sur les meurtriers en série, donc avec des intervenants du FBI. Et il y en a un sur le compositeur Howard Shore, qui, si je ne m'abuse, est canadien. Donc c'est toujours le fun d'encourager nos compatriotes. Puis c'est lui aussi, moi j'aime vraiment sa musique, mais c'est ça, c'est lui qui fait la musique du Seigneur des Anneaux, donc une très belle bande sonore. Sinon il y a aussi des behind the scenes pas très longs, je pense que c'est 7-8 minutes, des storyboards, donc c'est ça, des storyboards en fait c'est des dessins qu'on fait avant de tourner le film pour savoir comment est-ce qu'on déplace la caméra, qu'est-ce qu'on veut montrer. Donc, c'est pas tous les films là, qui font ça, mais les grands films, les grandes productions habituellement, là, pour couper du temps, puis c'est ça, ils vont faire ça, des storyboards, une espèce de BD, là, si on veut. Puis donc, ça, ils montrent les images, puis avec les extraits sonores du film par-dessus, là, donc voilà. Il y a la bande-annonce du film et en fait, il y a un petit pamphlet à l'intérieur, donc une introduction du film par Jodie Foster, puis un essai critique par la critique, Amy Tobin. Puis dans l'édition Blu-ray, c'est ça que je disais, il y a des extraits de l'auteur du livre, Thomas Harris, sur l'origine du personnage et une entrevue textuelle de 1991 de Jonathan Demme. Donc voilà, c'était une longue introduction, disons. On peut tout de suite rentrer dans le film pour ceux qui ne l'ont pas vu parce que c'est ça, c'est quand même un film, un grand classique, disons, du cinéma d'horreur, mais
du thriller en général. Ça raconte l'histoire en fait de l'agente du FBI en devenir Clarice Starling, qui est tirée en dehors de son entraînement par Jack Crawford de l'unité de la science du comportement. Il l'assigne à interviewer Hannibal Lecter, un ancien psychiatre qui est lui-même tueur en série, incarcéré pour ses actes cannibales. Donc Hannibal le cannibale, comme on le connaît si bien. Dont l'apport pourrait servir à capturer un autre tueur en série, Buffalo Bill, qui tue des jeunes femmes et qui retire leur peau. On ne sait pas pourquoi encore, mais bon, on le sait quand même assez rapidement dans le film. Le film se veut, c'est ça, un mélange d'enquête sur Buffalo Bill et de rencontres entre Starling et Lecter, qui sont toutes plus particulières les unes que les autres. En fait, c'est Lecter, en échange de pistes de recherche pour Starling, demande à en apprendre un peu plus sur la vie de Clarice et sur son enfance particulièrement. Il souhaite également être transféré dans une autre prison où il pourrait avoir une fenêtre, mais également où il pourrait être loin de Chilton, qui est comme le warden de la prison. Là. Désolé, on met beaucoup d'anglicisme, là, mais je sais pas c'est quoi un warden. Là, quelqu'un qui dirige une prison. Là. Puis les deux se détestent mutuellement, évidemment. Buffalo Bill en vient à kidnapper une femme qui s'adonne être la fille d'une sénatrice qui veut à tout prix, évidemment, retrouver sa fille. Lecter profite de l'occasion pour aider la sénatrice en échange de ce fameux transfert de prison-là. Puis le reste du film, c'est ça, il est pas mal centré autour de l'enquête puis de la course contre la montre pour retrouver la fille de la sénatrice avant qu'il soit trop tard, qu'on la retrouve morte. C'est un très bon film. On va pouvoir en parler un peu plus tard là, dans nos impressions, mais c'est un film en tout cas moi que j'ai vu quand j'étais plus jeune, que j'ai revu dans 2 ou 3 différentes décennies, là, si on compte 2020, et puis qui vieillit toujours aussi bien. C'est vraiment un super bon film, un bon thriller, là, pour vrai. On peut parler des informations qui entourent le film, évidemment. Je vais te laisser passer le melon. Merci. Donc, en fait, il y a beaucoup d'informations, surtout, là, on l'a déjà dit, dans le fond, qu'on a regardé tous les bonus qu'il y avait dans l'édition Criterion. Les lectures, ils étaient longues aussi, donc j'ai énormément d'informations et énormément de références dans la culture populaire. Donc, je les ai séparées. Fait qu'on va commencer avec vraiment le making of, donc ce qui a mené à faire ce film-là. Donc, on a déjà dit que c'était basé sur le roman du même nom de Thomas Harris qui est sorti en 1988. C'est le deuxième film avec le personnage de Hannibal Lecter après Manhunter en 1986 où c'était Brian Cox qui jouait Hannibal. Brian Cox, il jouait dans les X-Men, les vieux X-Men. Il jouait William Stryker, je crois, puis il a gagné cette année un Golden Globe pour la série Succession sur HBO. C'est lui le père de cette famille de... je sais pas, j'ai pas vu le show, là, je veux pas m'avancer sur quel genre de famille que c'est. Des entrepreneurs, on va dire ça comme ça. Puis c'était aussi le deuxième roman, là, je pense, de Thomas Harris, vu qu'il y avait Manhunter, évidemment, là, parce que le premier roman est arrivé en 82, il me semble, puis le deuxième en 88. Ça a pris, mais il y a quand même d'autres histoires, là, justement, Red Dragon, puis... C'est le premier, ça, je pense, qui est sorti. C'est possible, mais c'est ça, c'était pas la première fois qu'on voyait Lecter, donc s'il y avait l'autre avant, en tout cas, c'est possible, je le sais pas, malheureusement. Puis il y a eu des suites aussi aux films qui sont venus, qui sont tirés de romans, je crois, là, de Harris aussi. Il y a eu Hannibal en 2001, puis Red Dragon, justement, qui est un remake de Manhunter, mais Manhunter, c'est ça, c'est inspiré de Red Dragon, en fait. Là. Donc, voilà. Donc, le film a été fait avec un maigre budget de 19 millions de dollars. Au départ, c'était Gene Hackman qui devait réaliser le film, puis Orion, qui est la maison de production. C'est la maison de production. Donc, Orion et lui se sont séparés les 500 000 dollars qu'il fallait pour avoir les droits, d'une part du roman, mais aussi pour vraiment le nom Hannibal Lecter, parce que ça appartenait au réalisateur de Manhunter. Par contre, étant donné le flop terrible au box-office de Manhunter, le réalisateur leur a prêté les droits du personnage totalement gratuitement. Je sais pas s'il s'en est voulu un petit peu par la suite. Il aurait pu demander un pourcentage. Peut-être qu'il savait pas que ça allait être un aussi grand succès. Manhunter, d'ailleurs, je l'ai pas vu, là, mais c'est Michael Mann, le grand réalisateur de
films de suspense là, qui l'a réalisé. Là. C'est lui qui est connu notamment pour Le Dernier des Mohicans, Collatéral, Heat, donc tous des gros films. Public Enemy aussi plus récemment. Donc voilà, un très grand réalisateur, mais que ses plus grands succès sont surtout dans les années 90 et 2000. Voilà. Merci. Ted Tally, qu'on a mentionné, c'est lui qui a commencé, qui a fait le scénario. Il a commencé en 1987 après avoir reçu une copie du roman en avance par Harris lui-même. Gene Hackman s'est retiré du projet en voyant le script, en jugeant le tout un peu trop violent à son goût. C'est Demi qui l'a remplacé rapidement. Puis là, Tally et Demi se sont rencontrés une fois seulement en mai 89, puis le tournage a commencé en novembre de la même année. Donc Tally disait que tout est allé tellement vite après leur rencontre que des fois, il en revenait pas à quel point tout avait été rapide. Jodie Foster a eu un intérêt instantané pour le rôle de Clarisse. Elle voulait acheter les droits du roman, mais elle s'était fait battre de vitesse par Hackman, justement. Donc, elle a contacté Demi, qui était pas convaincue nécessairement qu'elle était la bonne personne pour son rôle, après avoir eu un Oscar pour The Accused, dans lequel elle était plus une victime, donc il la voyait pas là-dedans. Puis lui, il voulait plus Michelle Pfeiffer, parce qu'il venait de travailler avec là, sur... Married to the Mob. Oui, c'est ça, exact. Donc, il venait de travailler avec elle, il voulait Michelle Pfeiffer qui a regardé ça, puis finalement a refusé parce que c'était un peu trop sombre pour elle. Il y a aussi Meg Ryan qui a dit non, pour les mêmes raisons. Puis, juste avant d'entrer dans Hannibal, mais... tu sais, c'est ça, là-dedans, elle joue un personnage fort, là, qu'il faut pas qu'il faut qu'il soit entre la ligne mince, entre la victime puis la femme forte. Donc, c'est pour ça qu'il y avait quelques réticences à la caster, mais apparemment, je sais pas si tu le dis un peu plus tard, mais apparemment, c'est ça que dès le moment où ils se sont rencontrés puis que non, évidemment, je l'ai pas écrit, mais elle était très déterminée à avoir le rôle, fait que tu sais, en marchant dans le corridor pour se rendre au bureau, en marchant, c'est son visage, il a fait OK, c'est beau. Ouais, il a vu sa détermination puis il a fait ouais, OK, c'est bon, elle est capable. Il y a aussi Sean Connery qui a été approché pour sa part pour évidemment Hannibal. Anthony Hopkins quant à lui fait offrir le rôle justement en raison de son personnage de psychiatre dans Elephant Man. Puis quand Demi lui a dit ça, Anthony Hopkins a dit ouais, mais il dit dans Elephant Man, le personnage que je joue, c'est un bon gars, tu sais. Il dit ouais, mais il dit Hannibal aussi, en dessous d'une carapace de psychopathe. Fait que je fouille là-dedans, puis tu devrais être pas pire. Ouais, puis Demi aussi disait dans les bonus features justement qu'il y avait deux premiers choix. En fait, c'était pas son deuxième choix, Anthony Hopkins, mais il y avait un choix commercial, c'est-à-dire Sean Connery, puis il y avait un choix logique, disons, qui était Anthony Hopkins, puis par souci, je sais pas comment le dire, mais pour vouloir plaire au studio, il a fait OK, je vais approcher Sean Connery en premier, voir, puis évidemment, Sean Connery a refusé. Donc, c'est Hopkins, puis il était très content, je pense que ce soit Hopkins qui accepte ce rôle-là. Parfait. Le personnage de Crawford, on en a parlé un petit peu tantôt, là, qui est l'espèce de boss là, de cette cellule du FBI, là, qui est fortement inspiré de John Douglas, qui est un vrai agent du FBI, qui, dans le fond, Scott Glenn, qui est l'acteur qui jouait Crawford, l'a suivi dans son travail pour pouvoir un petit peu comprendre sa réalité. Puis à la fin d'une journée, il a dit merci de m'avoir amené dans votre monde, puis tout ça. Puis il a dit ouais, attends un peu là. Il dit là, si tu veux vraiment comprendre ce que je fais au quotidien, écoute ça. Puis il a donné des cassettes audio là c'est des enregistrements que deux serial killers, dans le fond, qui travaillaient ensemble, faisaient, là, dans le fond, comme Memento, un peu, là, si on veut. Puis, c'était finalement des filles là, qui étaient violées, battues, tout ça, puis qui criaient, qu'on entendait se débattre, puis supplier de les tuer, dans le fond. Fait que ça, apparemment, après 1 minute d'écoute des cassettes, il était plus capable. Puis là, il a dit il dit maintenant tu comprends ce que je vis au quotidien. Puis ça l'aurait fortement inspiré pour sa performance dans ce rôle-là. Au départ, Anthony Hopkins pensait que le script était un film pour enfants quand il a vu le titre. Je pense qu'il a rapidement compris que c'était pas le cas. Ouais. Anthony Hopkins a comparé son personnage de Hannibal Lecter à la machine HAL dans 2001 Odyssée de l'espace, qu'on a vu, qu'on a bien apprécié. Ben oui. Dans le fond, HAL, pour ceux qui l'ont pas vu, c'est un jeu de mots sur IBM. Là. C'est un ordinateur, dans le fond, dans la capsule dans l'espace, puis qui lit sur les lèvres des gars qui sont là, qui va les tuer en faisant des choses horribles. Ça, c'est un super ordinateur avec une voix très posée qui
C'est ça. Là. Quand on connaît Hal, évidemment, puis quand on sait qu'Anthony Hopkins a basé ça là-dessus, ça paraît vraiment, là, tu sais, que c'est une voix toute douce. C'est ça, exact. Puis c'est dans l'espèce de l'inquiétante... étrangeté. Ouais, non. Non. Ouais, l'inquiétante étrangeté, en tout cas. C'est possible. Mais c'est ça, tu sais, cette espèce de... Tu le montes comme étant l'un des pires serial killers de l'histoire, puis là, il arrive, puis il est super courtois, il est super... calme, ça fait maître de ses émotions. Ce contraste-là, c'est ça, il est très... très intéressant, puis je pense que c'est évidemment pourquoi il a gagné son Oscar, là, mais je pense que c'était une méchante bonne décision au niveau de son acting. Là, de ça. Ben, tout à fait. Dans le fond, ce qu'il disait, c'est que les deux, ce sont des machines à tuer hautement intelligentes et logiques qui semblent savoir tout ce qui se passe autour d'eux. Donc, évidemment, là, quand on a vu 2001, on comprend. Ma deuxième partie d'information, donc plus sur le tournage, les costumes et tout ça. Donc, le tournage a eu lieu principalement à Pittsburgh, avec quelques scènes en Virginie occidentale. L'extérieur de la maison de Buffalo Bill, ça a été tourné à Layton, en Pennsylvanie. Puis, le FBI a même accepté que certaines scènes soient tournées à leur académie à Quantico. Il y a même certains agents, là, des vrais agents, qui font partie de certaines scènes. Dans le fond, le FBI s'est montré super coopératif, puis c'est pas quelque chose qui arrive souvent. Ce qu'il disait, dans le fond, c'est que il voyait ça comme une belle occasion de recruter des femmes, parce que c'était un enjeu en 90. Puis, eux autres, il se disait, si on tourne là, puis ça, si on montre vraiment de quoi ça a l'air, peut-être que le monde, tu sais, avec la force de Clarisse, peut-être que les filles vont vouloir plus joindre le FBI. Je sais pas si ça a donné ce qu'ils voulaient, mais bref, se sont montrés super coopératifs justement pour ça. Il y a la première scène où Clarisse et Hannibal se voient, dans le fond, ils ont 4 scènes ensemble dans le film, c'est tout. Le reste, c'est leurs histoires en parallèle, mais la première des scènes dans... l'espèce d'institut, asile psychiatrique, prison, tout ça. Il y a un moment où Hannibal se moque de l'accent de Clarisse, puis ça a été complètement improvisé par Anthony Hopkins, puis Jodie Foster a été comme pas mal prise de court, là, puis on peut voir sa vraie réaction à l'écran, puis ils ont pas coupé, là, elle a continué là-dessus, mais ça a comme seté le personnage de Hannibal qui est capable de déconcerter les gens, puis qui sait tout, puis tout ça, donc c'est ça. Puis c'est parce qu'il faut dire ça que Clarice Starling, dans le livre comme dans le film, elle a un accent du sud, donc ça vient du sud des États-Unis, donc un accent assez, je sais pas comment le décrire. Ouais, c'est ça. On l'entend là quand même. Ouais. Donc voilà. Anthony Hopkins a seulement 24 minutes 52 secondes de temps à l'écran, puis il a quand même remporté l'Oscar du meilleur acteur, même pas soutien, là, vraiment meilleur acteur pour ce rôle-là. Ça doit rappeler, ouais. Je sais pas si c'est le plus court screen time de l'histoire là, pour gagner un prix, mais je me souviens là, que là c'est actrice de soutien en fait, mais c'est Judi Dench, c'est elle qui a le record pour le moins long screen time pour quelqu'un qui gagne le prix. Là, je pense que c'était 8 minutes. C'est dans 6 ou 8 minutes, là, c'est dans Shakespeare in Love. Ah ouais, pas là du tout. Mais bon, Shakespeare in Love, c'est une grosse controverse des Oscars, évidemment. On n'entrera pas là-dedans. Il y avait du lobby là-dedans. Ouais, c'est ça. Mais ça m'a étonné aussi de voir. Je pensais qu'Hopkins a gagné acteur de soutien, mais non, c'est vraiment un meilleur acteur. On a eu une belle conversation là-dessus, justement. Hannibal Lecter aurait dû être habillé en orange, mais dans le fond, après avoir été sorti là, de sa première prison pour aller dans la deuxième, dans l'espèce de musée, là. Mais c'est Anthony Hopkins qui a convaincu Demi que de l'habiller en blanc, ça serait plus effrayant, parce que lui, il pensait surtout à sa peur des dentistes, mais aussi c'était, je pense, pour que le personnage soit toujours sobre, puis toujours pas dans des couleurs éclatantes, puis tout ça, donc toujours quelque chose de super calme, super posé, encore une fois. Puis finalement, ils ont bien fait, c'était comme super le fun comme résultat. Il y a justement Anthony Hopkins qui, on parlait tantôt là, du fait qu'il clignait pas des yeux dans une des grandes scènes, mais il disait qu'il avait basé sa performance sur un de ses amis qui justement ne cligne que rarement des yeux, puis tout le monde autour de lui est vraiment agacé par ça, donc il a décidé d'intégrer ça dans son jeu. J'avais trouvé aussi que il se basait sur les reptiles pour son jeu, dans le fond, pour comment il est capable de vraiment de jouer, même de gesticuler, puis il disait que les reptiles choisissent quand ils clignent des yeux et utilisent leur clignement à bon escient, donc les gaspillent pas si on veut, puis qu'il faisait exactement ça avec son personnage.
Le film se place beaucoup en point of view de Clarisse. Dans le fond, chaque fois que les gens la regardent, ce qu'on voit, c'est vraiment des plans hyper serrés sur leur visage, puis qui regardent directement dans la caméra pour qu'on comprenne vraiment toute l'intimidation un peu dont elle fait preuve, surtout avec les hommes, je vous dirais. Puis à l'inverse, quand Clarisse regarde quelque chose, il y a toujours la caméra qui est un petit peu de côté, ça reste aussi serré comme plan. Par contre, elle regarde pas directement en avant, donc c'est justement pour qu'on sente comment elle se sent dans tout le film. Puis aussi, il mentionne dans les commentaires d'Aimé, mais autant Tak Fujimoto qui est le directeur photo, qu'il n'y a pas deux close-up là, qui sont identiques. T'sais, ils sont toujours un peu, soit un peu moins serrés ou un peu plus serrés, justement pour pas créer... de monotonie, en fait. Ouais, c'est ça, voilà. C'est surtout ce qu'il disait dans la prison, la première, parce que comme c'est de la vitre, là, c'est lecteur est en arrière de plexiglas, puis ça causait quand même des problèmes au tournage, puis il voulait pas que ça soit monotone d'être toujours serré puis de toujours regarder les mêmes plans, donc à chaque fois ils ont changé. Il y a un moment où on voit l'acteur qui est en arrière de Clarisse reflété sur la vitre. C'est vraiment super bien fait. Puis aussi, c'est ça, ce choix-là, il est pas dans le livre, je sais pas si tu le mentionnes là, mais le plexiglas ou cette vitre-là est pas dans le livre, c'était des barres, mais c'était juste plus difficile là, à tourner. On a vu justement dans les bonus là, ça a été un gros défi. Puis c'est finalement je sais pas c'était quoi son rôle exactement sur le tournage, mais c'est la set designer, celle qui fait les décors. Elle faisait des props aussi là, puis c'est ça, c'est elle qui a décidé que ça pourrait être du plexiglas. Là est arrivé un problème de son, donc ils ont décidé de percer des trous comme pour les chauffeurs de taxi puis tout ça là. Ouais. Donc finalement ça fonctionne très bien. Le personnage de Buffalo Bill, qui est l'autre serial killer dans le film, est un composite là, de plusieurs serial killers. Dans les bonus, on parle de 3 principalement, mais en faisant mes recherches, j'en ai trouvé vraiment plus que ça, fait que je vais les décrire brièvement. Donc Ted Bundy, que peut-être vous connaissez, là, qui a connu une grande popularité dans les dernières années à cause du documentaire Netflix en 4 parties, puis aussi le film avec Zac Efron dans le rôle. Ted Bundy, dans le fond, qui se mettait des plâtres au bras pour avoir l'air faible, puis demander aux filles qui voyaient s'ils pouvaient l'aider à transporter des meubles ou peu importe. C'est exactement ce que Bill fait dans le film. Il y avait Jerry Brudos qui s'habillait dans les vêtements de ses victimes, Edward Gain qui volait des tombes puis qui gardait des os des corps qui dérobait. Gary Haynick qui kidnappait des femmes puis les violait dans des puits avant de les laisser mourir là. Il y en a 2 en fait qui sont mortes dans le puits. Edmund Kemper qui a tué ses grands-parents quand il était ado, juste pour voir ce que ça faisait. Puis ça, tu sais, je l'ai précisé dans ma recherche. Dans le fond, c'est quelque chose qui est vraiment dit super clairement dans le roman, mais c'est pas quelque chose qu'on mentionne dans le film. Fait que tu sais, c'est juste qui a tué ses parents? Ouais. Qui a tué ses grands-parents, ouais, parce que c'est ça. Je l'ai pas lu, c'est moi qui l'ai acheté, mais c'est toi qui l'as lu. Il me semble, dans mes souvenirs, c'est qu'il s'est fait mettre en adoption. Son vrai nom, c'est James Gumb, mais la fille qui faisait le certificat a fait une erreur, puis il a toujours vu ça comme le fait d'être différent, puis tout ça, puis ça l'a profondément marqué dans sa jeunesse, il était pas accepté, etc., etc. Puis il vivait avec ses grands-parents parce que je pense justement il avait été placé, en tout cas sa mère le voulait pas, puis il a tué ses grands-parents pour voir qu'est-ce que ça faisait comme feeling. Voilà. Puis finalement, il y avait Gary Ridgway qui laissait les corps de ses victimes dans des rivières, puis insérait aussi des objets dans ses victimes. La relation entre Hannibal Lecter et le FBI était largement inspirée du fait que Bundy les avait aidés justement pour capturer Gary Ridgway. Le masque de Hannibal aurait dû être peint. Quand je dis masque, là, c'est l'espèce de masque qui monte jusqu'aux yeux avec des barres sur sa bouche là, pour pas qu'il puisse mordre. Surtout quand il est en camisole de force et tout ça. Dans le film, il est un peu vert, kaki, rough. Là, c'est quasiment... Il est brun, je pense. C'est lettre, là, c'est quasiment sale. Puis tout ça. Ça m'a du cuir. Puis, mélange vert-brun, disons. Aurait dû, à la base, être peint. Mais lorsque la fille là, justement qui s'occupait de coordonner tout ça l'a vu dans sa version rough, a décidé que ça fitait un peu plus avec le personnage, puis est juste jamais retourné le faire peindre finalement.
Ce masque-là a été créé par Ed Cubberley, qui a fait plusieurs masques pour des gardiens de la LNH. Fait qu'on peut dresser un parallèle. Ouais. Ça se ressemble. Les premiers masques. Mais c'est ça, surtout, évidemment. Le premier cocon qu'on retrouve dans la gorge de la fille qui était sur la table d'autopsie, et by the way, c'était une vraie actrice qui était nue sur le tournage. On disait aussi dans les bonus que toutes les photos de scènes qu'on voit dans boîte, dans l'eau, tout ça, ça a tout été tourné comme justement en novembre à peu près, où les filles étaient vraiment nues, en train d'avoir de la boîte d'en face, puis tout ça, manger des feuilles et tout. Donc toutes les filles qu'on voit dans le film mortes, là, c'est des vraies actrices. Mais le cocon qu'on retrouve était en fait un mélange de Tootsie Roll et de Gummy Bears. Donc, si jamais elle l'avalait par erreur, ben c'était un bonbon. Fait que ça pouvait pas la blesser. La maison de Buffalo Bill dans le film, j'ai trouvé ça vraiment drôle, est située juste à côté de la maison de la première blonde de Ted Levine au secondaire. Fait que quand il a vu la maison, il était un peu... il trouvait ça bizarre, là, mais c'est l'extérieur, là, c'est pas l'intérieur, évidemment. Le motif sur le papillon dans le film, c'est pas vraiment le vrai motif là, de ce type de papillon-là. C'est en fait inspiré d'une photo de Dali qui consiste en 7 femmes nues qui forment un crâne. Puis je m'étais passé la réflexion aussi. Vous regarderez là, quand vous allez voir ça, justement, il y a vraiment le haut du visage, dans le fond du crâne, avec les deux trous des yeux, qu'on dirait une femme un peu en position de Jésus, là, les bras qui tombent sur chaque côté. Puis c'est vraiment ça, finalement. Donc, voilà. La fameuse phrase de Hannibal Lecter là, quand il parle de un census taker qui l'a testé, puis là il dit j'ai mangé son foie avec des fèves de fava, j'imagine, fava beans et un bon Chianti. Voilà. Pareil. Ça a été voté 21e sur 100 des meilleures lignes au cinéma. Puis finalement, certains des plans du film ont été inspirés de l'esthétique des toiles de Francis Bacon, notamment quand on retrouve un des agents, là, le corps d'un des agents de prison, comme en espèce d'ange là, suspendu dans sa cellule. Avec ses intestins, voilà. Ouais, puis j'ai fait des petites recherches sur Bacon, Bacon, ça me disait un peu quelque chose, finalement je pense que je le connaissais pas, mais c'est pas le fun, c'est malaisant, tu regardes ça pis t'es pas bien, là, fait que je pense que c'est une belle inspiration bien réussie. Et donc, dernière catégorie des infos, finalement, pour l'après. Donc, le film a fait 272 millions au box-office, qui est devenu donc le 5e film au box-office de 91. Il est sorti en février 91, mais a été nominé aux Oscars en 92, donc presque un an après. Là. Puis, comme on l'a déjà dit, dans le fond, ça a été nominé dans 7 Oscars, puis il a gagné le Big Five, qu'on appelle donc les 5 plus grandes catégories. Alors, on les répète, là, film, acteur, actrice, scénario et réalisateur. Thomas Harris, quand il a vu ça, il a envoyé des caisses de vin à chacun des gagnants des 5 catégories. Voilà. De vin? Pas de champagne, pas rien? Non, c'était du vin, mais ça disait en plus des boîtes de vin. Fait que tu sais, j'imagine comme des espèces de vignes en carton. Ah, c'est le fun. Merci. L'histoire t'aurais pas dû. Non, mais c'est quand même... Mais c'est parce qu'en même temps, il disait aussi qu'il voulait pas vraiment être impliqué dans l'écriture, puis il voulait pas voir le film, puis tout ça. Donc, c'est ça. Fait que tu sais, je pense que c'est juste... C'est un nod, là. C'est juste un petit fait. C'est l'un des 3 seuls films ever là, à avoir gagné le Big Five, justement. Les 2 autres sont One Flew Over the Cuckoo's Nest en 75 et It Happened One Night en 1934. Ça a toujours pas été égalisé là, aujourd'hui. Il y en a beaucoup à 4, mais à 5, très peu. C'est ça, c'est comme je te disais, parce que évidemment je me passionne des Oscars, puis je trouvais ça particulier qu'il y ait dans le même film meilleur acteur et meilleure actrice, c'est de premier plan. Puis là je me suis dit, voyons, il me semble que j'ai pas vu ça rarement. Bon, finalement j'ai quand même vu, ça arrive quand même assez... en faisant des recherches, ça arrive plus souvent qu'on pensait. C'est ça. Là, je peux pas dire fréquemment, parce que souvent ça arrive une fois par année, puis même des fois ça arrive pas pendant plusieurs années de suite, là. Mais c'est sûr que c'est un fait quand même assez rare. Tu sais, cette année c'était Marriage Story. Il y a eu La La Land il y a pas longtemps. Ouais. Il y en a quand même pas mal. Mais tu sais, moi je trouve quand même que Anthony Hopkins aurait dû gagner meilleur acteur de soutien. Là. Je trouve pas. Si on regarde, c'est arrivé par exemple à A Star Is Born, les deux sont là pratiquement autant. Même chose Marriage Story, quoique Scarlett Johansson est un peu moins là. Mais c'est toujours des duos qui ont à peu près le même temps d'écran, temps d'antenne, je sais pas.
c'est ça arrive pas tant souvent, notamment à cause de ça, là, mais tu sais, les 4 sur 5, le meilleur acteur ou actrice, puis tout le reste, là, ça arrive quand même pas mal plus souvent. Il y avait beaucoup plus de 4 que de 5 dans la liste, là, justement, c'est ça, donc il y en a juste 3, puis quand même assez espacé aussi, là, 34, 75, 91, donc ça a pas été... Puis je crois que, One Flew Over Cuckoo's Nest, c'est pas un critérium, mais je pense que It Happened One Night, c'en est un, avec Clark Gable, là, un film de Frank Capra, Frank Capra, je pense que c'est lui le premier... Ah non, je me mélange. Mais bon, je me mélange, malheureusement. Je me mélange avec Frank Borzage, mais en tout cas, Frank Capra, c'est un des premiers réalisateurs à avoir gagné 3 Oscars, je pense, là, pour 3 films différents. Voilà. Ben voilà. Merci pour cette précision. Hannibal Lecter est sur la liste des plus grands vilains de l'American Film Institute. La scène où il s'évade là, dans justement la prison où il tue les gardes et tout ça est classée 7e dans la liste des 100 moments les plus effrayants au cinéma, liste qui a été faite par la chaîne Bravo. Jonathan Demme, tu l'as déjà dit, a reçu le Lion d'argent à Berlin. J'avais... Ouais, c'est ça, ok. Ensuite, le magazine Empire a fait une liste des 500 meilleurs films de tous les temps, puis il est au numéro 48. On avait mentionné cette liste-là dans un autre des podcasts. Honnêtement, je ne me rappelais plus lequel, mais bref, Magazine Empire, numéro 48. Et l'AFI, l'American Film Institute, l'a placé au 5e rang des films les plus influents de tous les temps. La bibliothèque du Congrès l'a étiqueté étant important, soit culturellement ou historiquement. Il est aussi préservé dans le registre national du cinéma. Il fait partie de la liste des Great Films de Roger Ebert et il fait partie aussi du livre des 1001 films à voir avant de mourir. Donc on comprend, c'est ça, assez bien comment pourquoi ce film-là fait partie d'un critérium, malgré qu'il soit quand même plus grand public puis qu'il n'y ait pas nécessairement besoin de protection autour. Là, on se doute que ce film-là, même sans critérium, aurait continué, là, c'est ça. Mais je pense qu'il y a tellement eu un impact important. Puis c'est aussi, évidemment, Criterion ne prennent pas juste des films obscurs. Il faut bien qu'il y ait des gros vendeurs. Puis je pense que ça fait partie des films gros vendeurs là, qui peuvent se vendre au Walmart. Pas ici, évidemment, là, mais aux États-Unis. Ça fait partie des films là, que c'est pas. Ils n'auront pas de perte avec ça. Même si les droits ils coûtent pas mal plus cher, je pense qu'ils réussissent quand même à tirer leur épingle du jeu. C'est intéressant par rapport à ça. Tu dis les ventes et tout ça, là, mais puis je trouvais ça super cool à savoir, mais en fait. Bref, le film, c'est le seul film, dans le fond, puis probablement le seul ever, là, à être déjà disponible en DVD, en cassette, peu importe, en 91, on dira pas DVD, mais bref, déjà disponible à l'achat au moment où il gagne son Oscar de meilleur film. Puis ça, c'est drôle, parce que normalement, les films sortent à peu près, une semaine ou 2 ou 3 avant la cérémonie, là. Non, disons, il y a la award season, là, ça commence avec Toronto, le Festival de Toronto en septembre. Puis les films qui sont présentés au TIFF, souvent, ils sortent en octobre en salle. Entre octobre puis janvier, disons, en salle. Mais il y en a quand même pas mal. Tu sais, ils vont se servir de ça justement pour faire de la publicité, évidemment, après. Mais lui était déjà disponible. Fait que là, j'ai pas trouvé, tu sais, si les ventes avaient boosté là, par rapport à ça. Probablement que ça a dû aider. Enfin. Puis, mon dernier, là, dans le fond, oui, au milieu de toute la reconnaissance critique et le succès commercial, il y a ça. Mais le film a aussi eu plusieurs manifestations de la communauté LGBT parce que le personnage de Buffalo Bill, qui était l'autre vilain dans le film, dans le roman, c'est très clair qu'il est pas homosexuel, mais dans le film, c'est pas quelque chose qui est explicité. Puis les gens étaient un peu fâchés de voir que la communauté était pas bien représentée puis qu'il y avait jamais de héros qui leur appartenait dans le fond. Donc Demi a reconnu que l'ambiguïté pouvait blesser là parce que justement il y avait peu de gays positifs dans les films à cette époque-là. Mais en fait, je sais pas qu'est-ce que la communauté en pense. Je pense que c'est peut-être juste une certaine maladresse parce que tu sais le film tout de suite après de Jonathan Demme, c'est Philadelphia, là, donc sur les droits, évidemment sur le sida, mais c'est sur la communauté homosexuelle. C'est sûr que je pense que c'est plus... c'est ça, ils ont moins focusé sur l'autre vilain puis plus sur Hannibal, là, je crois. Puis effectivement, vu aujourd'hui, ça peut être assez... pas blessant. Oui, j'imagine ça peut être blessant. Oui, c'est sûr, ça peut être blessant. Mais tu sais, je pense pas que c'est mal intentionné, je pense que c'est juste maladroit parce que c'est ça, dans le livre c'est mentionné aussi, puis dans les bonus qu'on écoutait aussi là, tu sais que c'est pas comme c'est pas nécessairement je suis transsexuel donc je veux changer de sexe donc je vais me faire un costume avec de la peau des femmes. C'est pas vraiment comme ça, c'est plus comme
quelqu'un qui essaie toujours des nouvelles choses parce qu'il trouve pas vraiment aussi, son créneau, puis là son créneau devient comme je vais tuer des femmes. Puis aussi par rapport à ça, justement, je sais pas si t'avais remarqué dans le film, il y a beaucoup de drapeaux nazis, de croix gammées, tout ça, dans sa maison, peu importe. Puis en fait, il y a beaucoup de memorabilia de plusieurs groupes, dans le fond, d'identité, là. Puis ce que ça disait, puis avec raison, c'est qu'ils cherchent vraiment une appartenance, dans le fond, sans le trouver. Donc, on comprend qu'il a essayé beaucoup de choses pour voir s'il était bien dedans, puis que ça n'a pas tout le temps fonctionné jusqu'à temps qu'il trouve ça, dans le fond, puis que ça marche pas vraiment non plus. Mais enfin, c'est ça. Donc, il y avait vraiment juste plus de la misère à se trouver une identité avec laquelle il était à l'aise, dans le fond. Ouais. Parlons de nos impressions un peu. C'est ça, c'est un film qu'on avait déjà vu moi à de nombreuses reprises. C'est moi qui te l'avais fait découvrir oui. Aussi il y a quelques années. C'est ça, il est toujours aussi haut dans mon estime. Moi, pour vrai, honnêtement, je pense que c'est le meilleur thriller qui existe, là. Je pense que j'ai jamais vu de meilleur thriller. Bon, je sais pas si on pourrait rentrer Parasite là-dedans, là, tu sais, que c'est un thriller, mais c'est aussi plusieurs autres choses. Mais tu sais, assurément, c'est dans les 3 meilleurs thrillers qui ont été faits ever, là, dans l'histoire du cinéma. Moi, je place très haut aussi Shutter Island, qui est à peu près le même... pas du tout le même genre de film, mais comme, tu sais, c'est le même genre, mais c'est pas la même histoire, voilà. Tu sais, Le Silence des agneaux, c'est ça. Tu sais, j'ai hésité longtemps à combien j'y mettais parce que tu sais, c'est un film exceptionnel. Puis tu sais, c'est à la fois un film qui a une certaine profondeur, que tous les éléments sont pensés. Puis c'est un film ultra divertissant, là, pour vrai, tu sais, avec des personnages attachants. Bon, c'est peut-être pas une bonne chose qu'on s'attache au tueur comme Hannibal, là, mais tu sais, il est très charismatique, là. C'est un Ted Bundy, finalement. Ben, c'est ça, c'est ça. Moi, j'embarquerais dans sa vanne, là, puis mais c'est pas lui qui fait ça, lui, il mange du monde, mais tu sais, c'est tellement un personnage charismatique. Anthony Hopkins, c'est un de mes acteurs préférés, là. Je pourrais pas dire si c'est à cause de ce rôle-là qu'il est devenu un de mes acteurs préférés, ou si je l'appréciais avant, là, mais tu sais, il montre toute l'étendue de son talent, puis il y a ce, je sais pas, pas cette personnalité-là, mais sa face inspire quelqu'un de calme, mais quelqu'un de comme qui cache des trucs. Je sais pas comment dire. Un autre bon exemple de ça serait Westworld. Là. Ouais, dans Westworld, ou tu sais, même dans The Two Popes aussi, là, il joue quelqu'un de distingué, mais quelqu'un de pas agréable nécessairement, là. Je sais pas comment le dire, là, mais on l'a vu dans de nombreux autres films aussi, là, Amistad que t'as pas vu, mais Howard's End, en tout cas, il y en a une panoplie. Puis non, moi, Anthony Hopkins, c'est un de mes acteurs préférés. Bon, Jodie Foster, son accent me gosse un petit peu, là, je dois avouer, mais bon, c'est rien de trop grave, mais t'sais, la musique aussi, ça m'étonne que ça ait pas ni même été nominé comme meilleure trame sonore, là, parce que je la trouve très envoûtante. Elle fait très peur, alors que c'était pas nécessairement le but de Howard Shore, pardon. C'est un film qui, j'écouterais ça n'importe quand, puis je m'étonne pas de ce film-là, donc je sais pas si on y va tout de suite avec nos notes, mais pour moi, ça va être je décide qu'on y va tout de suite avec nos notes. Pour moi, ça va être un 5 étoiles, rien de moins. Ouais, 5 étoiles. Donc, vraiment, là, c'est pour ce que c'est pas nécessairement un de mes films favoris. Ben oui, là, mettons, ça doit être dans mon top 50 ou quelque chose comme ça. C'est pour ce que ça représente, un film d'horreur. Je suis pas un fan de films d'horreur nécessairement. Pour le thriller psychologique et tout, c'est pas mal le meilleur exemple qu'on peut penser. Il va en avoir d'autres aussi, que ce soit dans Criterion ou ailleurs, là, mais moi, pour vrai, c'est un film réussi sur tous les plans. 5 étoiles, moi, c'est... Voilà, c'est le plus haut qu'on peut atteindre, je pense. Certain, mais ça va être dur de faire suite à ça, mais... En fait, pour ma part, c'est premièrement un genre de film que j'aime énormément. Donc tout ce qui est thriller, enquête, tout ça, c'est bon, ça vient me chercher. C'est comme ça. Donc ça part déjà super bien. Le roman est excellent aussi là. Comme on disait, je l'ai lu il y a pas super longtemps. C'est un film qui est super bon. Les performances sont vraiment on point, là, mais surtout, à mon avis, on parle tout le temps de Jodie Foster puis Anthony Hopkins, mais je trouve quand même, malgré tout ça, que Ted Levine offre une
très belle Levine, performance. Ben, c'est pas grave. Moi, je pense à Adam. Puis, ça doit être Adam Levine. Ah, peut-être. Mais bref, Ted. Oui, Bundy, c'est ça? Ted qui offre une performance vraiment je dirais pas en subtilité, ben peut-être en subtilité. Il y a un moment où il est super nerveux, puis là il se met à rire de manière incontrôlée qui est extraordinaire. Il y a sa fameuse phrase It puts the lotion on its skin, que quand il a dit, on sent qu'il y a du trouble dans la gorge, tu sais, ça va loin. Ouais. Puis il y a le moment où j'arrête pas de parodier à chaque fois là, quand il imite Catherine Martin pleurer, là, j'aime bien ça. Ouais. Non, il y a le physique de l'emploi, là, définitivement. Là. Il ferait, tu sais, je le croise dans la rue, je serais pas confortable. Là. Je parle de l'acteur. Là, oui. Puis ça aussi, il y a le moment où il danse là, devant son miroir, où il se met vraiment carrément le pénis entre les jambes, puis comme les drags un peu, là, puis tu sais, en tout cas, c'est vraiment, c'est vraiment très bon. C'est un film que j'aime beaucoup, que j'avais déjà vu, j'avais hâte de le revoir, j'avais hâte de l'analyser. Finalement, il y a plein de belles choses à apprendre de ce film-là. Donc, ça n'a pas changé mon opinion. Donc, avec tout ça, je vais lui donner pour ma part un 4,5 sur 5, ce qui en fait un 9 sur 10. Donc, mais qu'est-ce qui lui manquait pour qu'il ait 5 étoiles? Ça? Ben, on dirait qu'en le re-regardant récemment là, pour le podcast, tu sais, oui, c'est super bon. On dirait que la première fois, il m'avait plus marqué, comme là, tu sais, je savais qu'est-ce qui s'en venait, je l'ai lu en plus. Mais je sais pas, on dirait que la première fois, j'étais plus étonnée, puis là, la deuxième fois, il y a des petits feux d'artifice qui étaient plus là, genre, j'ai l'impression, mais ça reste un super bon film, bien fait à plusieurs niveaux, là, mais c'est ça, l'effet de wow était moins là, sans dire qu'il l'était pas, parce que c'est pas vrai, là, c'est vraiment extraordinaire comme film, mais voilà. Ben moi, tu sais, c'est sûr que je l'ai écouté beaucoup quand j'étais plus jeune, on l'avait réécouté, ça fait quoi, peut-être 4 ans, 4-5 ans. Okay, ouais. Puis, tu sais, j'étais passionné de cinéma, mais j'étais pas autant dans l'analyse qu'aujourd'hui. Puis, tu sais, c'est seulement à cette écoute-là que j'ai vraiment vu que les gens regardaient directement dans la caméra. Tu sais, quand j'étais plus jeune, c'était plus l'histoire qui m'attirait. Puis maintenant, je réussis à voir tous les aspects techniques qui l'entourent. Puis parce que j'avais complètement oublié, en fait, récemment dans une question de trivia, je sais pas trop quoi, là, mais j'avais complètement oublié que ce film-là avait gagné meilleur film, tout simplement, puis même tous les autres Oscars, je savais qu'Anthony Hopkins avait gagné, même Jodie Foster aussi, mais j'étais pas trop au courant du reste, puis j'ai été étonné de réapprendre ça, que ah oui, crème, ça a gagné tous ces prix-là. Puis en le réécoutant, tu sais, là, avec mon regard critique, puis tu sais, l'histoire du cinéma que je commence à connaître quand même assez bien, je me rends compte que Crime, c'est un film qui est magistral sur tous les plans. Puis moi, ma nouvelle écoute récemment a été bonifiée, c'est sûr. Mais effectivement, peut-être que si je le réécoute dans un an, il va avoir moins cet aspect magique-là. Il va peut-être falloir que je lise le roman avant de le réécouter pour avoir un autre niveau d'analyse. Ouais. Là. Mais tu sais, moi, je l'avais vu peut-être 7-8 fois là, avant qu'on l'écoute ensemble pour la première fois, puis celle-là. Puis... j'étais plus jeune aussi, c'est ça, mais non, moi, il a vraiment fait un impact sur moi. Là. Mais c'est aussi, le roman explore plus certaines choses, c'est normal, là, dans le fond, ça fait toujours ça. Donc, il y a peut-être justement les petits éléments qui manquent, là, qui l'abîment, là, à mon avis, mais ça reste un produit très, très bon. Là. Bon. Donc, on pourrait passer aux références parce qu'il y en a. Oui, il y en a beaucoup, c'est ça, rapidement. Oui, certain. Donc, comme d'habitude, je les ai séparés. Référence au film, un épisode de Des Simpsons où M. Burns achète une camisole de force qui aurait dû être portée par Hannibal Lecter. Dans Animaniacs, j'en ai déjà parlé, une série, le film est sur la tablette d'un club vidéo. Dans X-Files, il y a plusieurs références au film. Dans Friends, éventuellement, Ross a un plâtre sur le nez, puis Chandler lui dit qu'il était bien bon dans Silence of the Lambs. Dans Les Simpsons, Hannibal Lecter vient auditionner pour jouer Burns dans une pièce de théâtre. Ouais, je m'en souviens. Moi, j'ai aucun souvenir de ça. Dans Friends, Monica se demande si elle sert du canard ou de l'agneau à un mariage, puis Chandler lui dit que l'agneau est plus effrayant, sinon il aurait changé le titre du film pour Silence of the Ducks. Ça, je me rappelle de ça, par contre. Il y a bien évidemment plusieurs catégories de Jeopardy, plusieurs questions là, par rapport au film. Dans Gilmore Girls, Rory éventuellement dit que c'est comme un de ces masques d'Hannibal Lecter.
Dans le jeu Max Payne 2, il y a quelqu'un qui dit qu'il aimerait mieux avoir Hannibal Lecter comme prisonnier que le hobo qui vomit. Donc là, j'ai jamais joué à Max Payne, donc je peux pas vraiment commenter là-dessus. Dans Clerks 2, il y a Jay qui prétend être Buffalo Bill, puis Bob qui joue la musique du film. Voilà. Référence au scénario. Donc dans Les Simpsons, il y a Hannibal qui apparaît dans un institut psychiatrique. Il y a la chanson Buffalo Bill par Eminem. Il y a un épisode d'Halloween de Roseanne où il y a quelqu'un qui est déguisé en Hannibal Lecter, puis on lui demande de dire sa fameuse ligne sur les fava beans. Il y a le film Silence of the Hams. Il y a plusieurs épisodes de Saturday Night Live qui vont avoir des sketchs. Ouais, puis ça, d'ailleurs, c'était drôle parce que dans les behind the scenes, justement, ils parlaient de la réception. Tu sais, personne ne s'attendait à ce que ce soit un film qui connaisse autant de succès. Puis là, ils disent, tu sais, quand tu franchis la barre du 100 millions au box-office, c'est là que tu vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu le film, puis c'est là que tu commences à voir des parodies popper justement à Saturday Night Live, dans Les Simpsons puis d'autres choses. Donc tu sais, personne s'attendait vraiment à ce que ça devienne aussi emblématique que ça l'est devenu. Donc puis on continue à le voir là. Je vois la liste aussi qui est quand même assez longue. Je te laisse poursuivre tout de suite. Parfait, merci. Donc Saturday Night Live, on l'a dit, il y a un film de Woody Allen qui est Manhattan Murder Mystery où il y a à un moment donné un corps sur le dessus d'un ascenseur. Dans Léon, Léon s'échappe d'un building où il y a plein de policiers en faisant comme s'il était un des policiers mais blessé. Donc, même principe là, dans Silence of the Lamb. Dans Les Simpsons, il y a un épisode où Bart est placé sur le même genre de tablette là, avec des sangles, une camisole de force, tout ça. C'est comme un espèce de diable, dans le fond. Là. Puis ça revient beaucoup. Là. Donc, dans Minus et Cortex, il y a aussi ça qui se passe. Il y avait là, je les ai pas en ordre, mais en tout cas, il y a ça beaucoup. Dans Shrek, il y a je me rappelle absolument pas de ça, c'est un peu dark là, pour un film d'enfant, mais il y a quelqu'un qui dit à un moment donné qu'ils vont faire un costume avec la peau fraîchement pelée de quelqu'un d'autre, fait que petite menace ici. Dans Family Guy, il y a Stewie qui regarde dans un puits puis qui quote Buffalo Bill. Dans X-Men 2, dans Avengers et dans Skyfall, il y a dans les 3 films une prison en verre, là, dans le fond cubique, là, c'est le même principe. Dans Monk, il y a un des prisonniers qui demande une fenêtre en échange de l'aide qu'il apporte à l'équipe, puis en même temps, il y a Ted qui joue dans les deux. Dans Monk aussi, il y a un épisode où il porte des lunettes avec une vision de nuit, là, comme dans le film. Par contre, la chasse est inversée, là, c'est Monk, puis c'est un méchant qui est de l'autre côté. Là, je me rappelle pas du titre en français, là, mais le Nickelodeon, là, que les parrains sont magiques, là, je pense que c'est... Mais en anglais, c'est My Fairy Godparents, mais en français, je pense que c'est Mes parrains sont magiques. Je suis pas sûre. Ou Les parrains magiques, ça. Là-dedans, il y a justement ce diable-là là, avec les sangles puis le masque même. Il y a un vidéoclip de Eminem sur la chanson You Don't Know, où c'est la même chose, donc avec les sangles. Dans Breaking Bad, il y a un moment où Jesse est dans un puits, puis on lui descend un seau avec une corde. J'ai aucun souvenir de ça, mais ça a l'air que ça existe. Je pense que c'est dans saison 5. C'est possible. Dans Phineas et Ferb, une autre série Nickelodeon que j'apprécie beaucoup, il y a justement... quelqu'un là dans les sangles tout ça et qui mentionne la phrase des bins là. Dans Zootopia, là on parle plus vraiment de l'histoire en tant que telle, donc le héros est féminin, elle essaye d'être dans un FBI masculin, elle va se faire aider par le renard pour conclure son cas, puis le renard c'est un rusé. Ben oui, mais c'est un rusé personnage. Un vilain en fait, c'est ça. Donc il va l'aider pour son cas, puis à la fin, mais là le respect de ses pairs et tout ça. Dans The Office, il y a Dwight, dans l'épisode, là, ils font de la réanimation sur un mannequin. Dwight coupe le visage du mannequin avec un canif, dans le fond, puis il se le met en face, puis là, il y a l'espèce de plan où on voit ses yeux vraiment super effrayants, là. C'est ça. Puis tout le monde est horrifié, là. Ouais. Mais il dit, c'est parce que c'est une grosse scène de chaos aussi, là, puis... il dit je me suis toujours demandé si c'était crédible ou non, puis voilà, son verdict est que oui, c'est crédible. Voilà. Et finalement, donc la dernière catégorie qui serait les citations du film, donc plusieurs épisodes de Mystery Science Theater 3000 où il y a des petits échos. Dans le film Dumb and Dumber, il y a Lloyd qui dit à un moment donné qu'il aimerait bien manger le foie d'une fille qui voit dans le fond avec des bines, avec un vin et tout ça, puis qui fait aussi le après. Donc, il y a ça. Je sais pas comment appeler ça, là, mais ce son de dents-là. Ouais. Dans American Pie 3, le mariage, il y a Stifler qui dit « It puts the dress in the drawer and it does what it's told ». Fait que, même affaire, là, « It puts the lotion on its skin ».
Il y a un épisode de Grey's Anatomy où il y a un des personnages qui demande de faire arrêter de crier les agneaux. Puis dans Alvin et les Chipmunks 2, il y a la phrase là, avec des fava beans qui est mentionnée. Ben voilà, on n'en manque pas de références. C'est définitivement pas les seuls. Il y en avait. Il a fallu que je fasse un gros dépouillement de tout ça. J'ai pris ce qui était le plus criant, disons. Donc, Ben voilà, effectivement, c'est ce qui conclurait cette émission. On l'a déjà mentionné, il y avait un cintre là-dedans parce qu'il y a une robe qui est en tout cas qui est une pièce importante pour résoudre l'enquête. Donc on n'en dira pas plus non plus, mais donc pour ma part, vu que je lui ai donné 5 étoiles et que c'est le premier film de Criterion que j'ai attribué cette note-là, donc il vient déloger La Belle et la Bête qui était au premier rang de mon palmarès. Donc voilà, Le Silence des agneaux devient mon Criterion favori, du moins pour l'instant, parce qu'on fait juste commencer. J'espère juste qu'il restera pas là pendant 400 films ou quelque chose, parce que c'est un peu démoralisant, mais bon, on verra qu'est-ce qui va en être. Pour toi, vu qu'il y a la même note que La Belle et la Bête. Il y a la même note que La Belle et la Bête, que Amarcord et que Walkabout, mais ce sont tous des 9 très très serrés. Je dis 9, là, j'aime ça, le mettre sur 10, hein, fait que c'est ça. Mais ben oui, ça vient déloger. C'est vraiment plus mon genre. Dans le fond, La Belle et la Bête est vraiment très très bon. Mais c'est ça. C'est pas pour rien que c'est un Criterion. J'ai le droit de le mettre en premier. Donc je le mets moi aussi en premier. Bon, ben, parfait. Donc, ça veut dire qu'évidemment, on vous le recommande. On vous recommande aussi des films qu'on place un peu moins haut, mais celui-là, si vous ne l'avez pas vu, en tout cas, garochez-vous pour aller le voir. Là. Faites quelque chose parce que ça manque vraiment à votre culture. Allez voir ça. Les 3 prochaines émissions vont être particulières, en fait, parce que là, on assiste à une trilogie. Donc, on va sûrement faire 3 émissions pour une pour chacun des films. Mais ça reste des émissions un peu plus courtes parce que c'est ça, on suit les mêmes personnages, puis c'est essentiellement la même histoire, mais donc on va couvrir la trilogie de Samouraï, Samurai Trilogy. Donc on a bien hâte de vous en parler, mais ça risque d'être des émissions un petit peu plus courtes, mais tant mieux. Probablement vraiment plus courtes parce qu'il n'y a pas beaucoup d'infos là, qui se trouvent. Puis on verra. Je suis confiant qu'on en trouve quand même. Ça va pallier pour le 1h10 de cette émission-là. Donc on vous remercie d'avoir été des nôtres et puis on se retrouve pour la trilogie de Samouraï. Merci beaucoup.